Le scan, si tu veux, c'est un peu obligatoire dans le sens où je vends mes originaux. Donc, j'arrive à me séparer de mes originaux. Il y a certains artistes qui ne vendent que des reproductions. Moi, j'ai fait le choix de vendre des originaux parce que je tiens aussi un peu ça de la peinture, c'est-à-dire que voilà, tu produis une œuvre unique, tu la vends. C'est bon, elle n'est plus à toi, elle appartient à quelqu'un d'autre et tu es content de savoir que ce quelqu'un d'autre va l'apprécier, va l'accrocher quelque part et qu'elle va pas être chez toi à prendre la poussière dans un grenier. Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Donc je suis à Vitry-sur-Seine avec Marjolaine Vuarnesson que je vous ai présenté la semaine dernière dans la bande-annonce. Donc a priori j'avais bien fait mes devoirs, je n'ai rien oublié, mais j'ai quand même fait une petite coquille. Donc son livre est disponible sur le site La Chambre Claire. J'ai corrigé dans les notes de l'épisode, donc normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Bonjour Marjolaine. Bonjour Julien. Est-ce qu'on peut commencer avec un petit peu ton parcours ? Parce qu'on expliquait la semaine dernière que tu as commencé avec la peinture, la sculpture, et que tu es arrivé à la photographie après. Mais en même temps, j'ai cru comprendre que tu avais déjà fait des photos avant. Enfin, il va falloir que tu nous expliques tout ça. Disons que la bascule entre la peinture et la photographie s'est faite un peu progressivement sur plusieurs années. Donc pour raconter mon parcours complet, j'ai fait ma première exposition à l'âge de 15 ans, en 95, et c'était de la peinture et dessin en fusain. Et après j'ai migré vers la sculpture. J'étais un peu le vilain petit canard quand j'arrivais en exposition parce que je présentais à chaque fois des œuvres en peinture et en sculpture. On ne savait pas s'il fallait me mettre avec les peintres ou avec les sculpteurs. Donc du coup souvent j'étais sur le palier à faire la transition entre les deux pièces. Et j'ai été amenée à faire des expositions avec beaucoup d'artistes différents, d'univers différents, notamment à la Loupe, dans le Perche. Je faisais partie de l'association Les Indépendants du Perche. Et c'est là que j'ai vu les premières photographies exposées, où moi, en tant que peintre, ça m'énervait un peu, si tu veux, parce que je me disais, mais moi, je passe 3 mois sur ma toile, et lui, il expose une photo au même prix que ma peinture, il a juste fait clic. Donc, je me disais, j'arrivais pas à comprendre. Et finalement, à un moment donné, je crois que c'était en 2007-2008, et j'ai commencé à avoir un manque d'inspiration en peinture. Je voulais migrer vers quelque chose de plus abstrait, mais j'arrivais pas à trouver vraiment ma voie. Ça, ce que je sortais ne marchait pas, ça me plaisait pas. Et je me suis rappelé que mon père avait acheté un appareil photo hybride. Et donc c'était le premier appareil photo numérique qu'on avait. Et je lui ai dit, tiens, papa, tu peux me le prêter, j'ai envie de m'éclater un peu avec. Et là, j'ai commencé à faire des premières photos, des macros. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, la photographie, c'était pas si simple que ça, c'était pas juste un clic. Et ça m'intéressait de travailler avec ça. Donc, c'est à partir de ça qu'est née ma première série de photos, qui est la toute première que j'ai exposée d'ailleurs, la semaine dernière, tu avais fait référence à mon livre auto-édité qui s'appelle En verre et en couleur. En fait, c'est toute une série qui s'appelle Un petit monde dans une goutte d'eau. Ce sont des macros de gouttes d'eau avec, on voit quelque chose dans la goutte d'eau. Donc j'ai fait toute une série là-dessus. Et ensuite, j'ai hérité des appareils photo de mon grand-père, qui étaient des appareils photo argentiques. Dans l'eau, il y avait 2 Polaroid. Et donc ça, c'était plus en 2014-2015. Et là, j'ai eu envie de les remettre en route, parce qu'il y avait un côté nostalgique. Et je me suis vite aperçue que l'argentique allait me donner des possibilités créatives beaucoup plus intéressantes que le numérique, parce que moi, avec mon métier, je passe 10-12 heures par jour devant un ordinateur. Donc j'avais envie de travailler ma passion autre part que devant un ordinateur.
Et donc voilà, je me suis remis à l'argentique puisque j'en avais fait quand j'étais toute jeune. J'avais un petit laboratoire, donc j'ai remis tout ça en route. Je me suis retrouvé un agrandisseur et j'ai repris l'argentique comme ça. Donc en cherchant des pellicules, en cherchant des piles qui n'existaient plus. Ouais, j'allais dire d'un point de vue pratique, tu trouves encore des films Polaroid? Ah alors oui, alors c'était à l'époque où j'ai voulu remettre en route les Polaroid. J'ai découvert qu'il y avait une association de fous qui s'appelait Impossible Project, qui avait racheté les machines de Polaroid pour pouvoir continuer les films. Donc ils ont tenu comme ça pendant 5-6 ans et ça a été racheté par Polaroid en 2019, je crois, de mémoire. Maintenant, les films, tu les trouves à la FNAC. Alors l'association a racheté les machines de Polaroid et après Polaroid Oui, parce qu'en fait, il y a eu un arrêt de la production des films. Et donc, il y a des gens passionnés qui ont voulu conserver ces films. Donc, ils ont retravaillé sur la chimie. Je ne sais plus trop toute l'histoire. Je crois que c'est très bien expliqué sur Internet. Mais en gros, voilà, la production des films a été maintenue, mais à petite échelle. C'était difficile de s'en procurer. Il y avait un magasin spécialisé dans Paris, dans le 3e, dans lequel j'allais me ravitailler. Et du coup, avec des packs de films qui étaient plus de 10 films comme auparavant, mais que de 8. Mais la chimie tenait bien le coup. Là, le problème, c'est que les nouvelles chimies des Polaroid, avec les interdictions de certains composants chimiques, fait que les photos, elles tiennent plus le coup. Si tu gardes le Polaroid tel quel, les photographies s'effacent. Donc après, j'ai voulu triturer le Polaroid, le séparer, transférer l'émulsion, travailler sur le négatif. Et en faisant ça, tu arrives à conserver un peu plus le film dans le temps, enfin l'image en tout cas, parce que le fait de faire le transfert, il n'y a plus de contact chimique entre la gélatine et la chimie, et du coup l'image va être figée, quoi. Tu les scannes aussi? Je les scanne, ouais, en haute définition. Devant l'ordinateur. Le scan, si tu veux, c'est un peu obligatoire dans le sens où je vends mes originaux. Donc, j'arrive à me séparer de mes originaux. Il y a certains artistes qui ne vendent que des reproductions. Moi, j'ai fait le choix de vendre des originaux parce que je tiens aussi un peu ça de la peinture. C'est-à-dire que voilà, tu produis une œuvre unique, tu la vends. C'est bon, elle n'est plus à toi, elle appartient à quelqu'un d'autre et tu es content de savoir que ce quelqu'un d'autre va l'apprécier, va l'accrocher quelque part et qu'elle ne va pas être chez toi à prendre la poussière dans un grenier. Donc moi, j'ai pas de problème à vendre mes originaux. Par contre, effectivement, j'aime bien garder une trace. Donc là, du coup, trace numérique en haute définition. Ouais, du coup, quand tu vois un original, ta photo, elle est disponible à un seul exemplaire. Pour les Polaroid, oui. Ouais. Et du coup, est-ce que tes versions numériques, tu les revends encore derrière Non, normalement non. C'est D'accord. vraiment exceptionnel. Là, pour l'exposition à l'Aiguillage au mois d'avril, je vais avoir 3 reproductions des 3 négatifs qui ont été vendus à Arles l'année dernière. J'ai pas imaginé de les mettre en vente. Ce seront juste des tirages qui seront maintenus avec des petites pinces, voilà, comme ça, juste pour montrer aussi que voilà, il y a d'autres images qui existent et pour montrer un peu la série de manière complète. Mais j'ai pas forcément prévu de les vendre parce que pour moi c'est un original point. Après, on voit que tu viens du monde de la peinture et de la sculpture parce que je ne connais pas d'autres photographes qui vendent ses originaux et qui se contentent d'en vendre qu'un seul. C'est une belle démarche, mais moi-même, j'y arrive pas. Oui, mais il faut savoir, je pense, quand tu crées une œuvre, c'est un moment donné, c'est un instant T, une émotion, et il faut savoir aussi s'en détacher et s'en séparer. Ouais. Moi, j'en suis incapable. Mais ouais, j'aime bien l'idée. Mais moi, j'y arrive pas. Et après, il faut travailler en argentique parce qu'en numérique, un original, ça veut pas dire grand-chose non plus.
C'est pour ça que avec le livre Apparition, on a travaillé avec Pierre Bessard sur un coffret qui est limité à 30 exemplaires. Et là, j'ai fait une reproduction argentique d'un des négatifs de Polaroid. Je peux te le montrer, il est là. Et donc ça, c'est une reproduction que j'ai faite dans mon labo, donc en argentique à l'agrandisseur. D'accord. Tu travailles beaucoup par série, j'ai l'impression. Oui. Si t'as pas une série en tête sur laquelle tu es en train de travailler, ton appareil photo, tu le laisses dans le sac, il sort pas, ou non, tu vas l'emmener au cas où il y a l'inspiration qui arrive? Ça dépend des moments. Ça dépend si émotionnellement et mentalement j'ai la disponibilité pour me dire je vais me laisser aller à prendre des photos sur le chemin pour aller au boulot ou souvent entre midi et 2, au lieu de manger à la cantine, je vais marcher, je vais me balader dans des parcs ou sur les bords de Marne à côté du boulot. Et oui, ça m'arrive de prendre l'appareil photo et de photographier. Et puis, même si j'ai pas l'appareil photo, ça va être des choses que je vais figer avec le téléphone, tout simplement. Donc moi, j'ai pas d'a priori sur l'appareil utilisé du moment que je fige ce que je vois, que ce soit à l'iPhone ou que ce soit avec l'appareil photo numérique ou argentique. Voilà, je prends l'émotion telle que je la ressens à l'instant T et avec ce que j'ai sur moi à ce moment-là, quoi. Ouais, l'appareil photo est vraiment qu'un outil. C'est ça. Tu me disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, que tu allais faire ta 100e exposition. C'est ça. Tu nous parles un petit peu de ta carrière en exposition. 100, c'est pas un petit nombre. Non, c'est pas un petit nombre. Donc c'est réalisé en 27 ans. Donc comme je te disais tout à l'heure, la première exposition 1995. Donc j'ai fait beaucoup d'expositions en tant que peintre et sculpteur jusqu'en 2006 à peu près, environ à l'époque entre 3 et parfois des années 5-6 expositions par an, un peu partout dans la région parisienne, mais j'ai jamais exposé sur Paris en tant que peintre. J'ai souvent eu ce rêve-là, mais jamais eu l'opportunité, donc c'était des expositions pendant des festivals à Rambouillet, à Chartres, je te parlais de la Loupe tout à l'heure, voilà, c'était ce genre d'exposition que je faisais, plus ce que j'aimais bien faire aussi, c'était des expositions, comment on appelle ça, pour Noël, les marchés. Les marchés de Noël, ouais, où je peignais je faisais des petites cartes de vœux que je peignais directement devant les gens. Et, une performance presque. Ouais, j'aimais bien et c'était. En fait, ce qui m'a toujours plu, ça peut paraître un peu prétentieux de vouloir absolument exposer, mais moi je me suis, comme j'ai été habituée très jeune à exposer, à montrer mon travail. Pour moi, c'était plus dans le sens où j'allais rencontrer les gens, j'allais voir un peu leurs réactions positives ou négatives, et pour moi, c'était le meilleur moyen de récolter les réactions par rapport à mon travail et de voir ce qui plaisait moins, et puis de m'améliorer quelque part. Parce que l'objectif d'un photographe ou d'un peintre ou d'un sculpteur, c'est de faire quelque chose qui plaît déjà à soi quand on le réalise, mais qui plaît aussi à d'autres. Moi, ça ne m'a jamais intéressé de garder tout ce que je faisais chez moi, parce que, comme je te dis, moi, je me suis très tôt habituée à réaliser une œuvre et à me dire presque, je vais... si je vois quelqu'un ça m'est souvent arrivé d'ailleurs de voir quelqu'un qui craquait littéralement sur une sculpture ou sur une peinture et qui me disait alors je mettais des prix, j'ai toujours eu du mal à mettre des prix sur mes œuvres. Ça, je crois qu'on est tous pareils. C'est un truc qui à chaque fois c'est horrible pour moi quand on doit me dire quel prix tu le mets, parce que moi j'ai presque envie si quelqu'un ça lui plaît, j'ai presque envie de lui donner. Bon, après il faut bien se rembourser le matériel, tout ça.
mais je préfère que la personne, elle ait chez elle l'œuvre qui lui plaît, parce que je sais qu'elle va la mettre en valeur quelque part chez elle, alors que moi, j'ai pas envie de l'avoir. En fait, chez moi, j'ai beaucoup de peintures, de photos qui sont d'autres artistes, et j'ai pas forcément envie de voir mes œuvres à moi chez moi. Du coup, je me pose la question, le livre, tu vas les vendre jusqu'au dernier ou tu vas quand même en garder un pour toi? Je vais en garder un. Un seul. J'ai noté qu'en 2013, tu avais une photographie sélectionnée parmi les finalistes du plus grand concours photo du monde organisé par le magazine Photo. Mhm. Et en 2014, tu commences la photo, après la sculpture et la peinture, en 2014, tu commences la photo. Ça a participé aussi à ce changement d'outils pour t'exprimer? Oui, bah, en 2014, en fait, c'est à La Loupe où j'ai rencontré un des organisateurs qui s'appelle Didier Leplat, qui m'a connue en tant que sculpteur et photographe. C'est à lui que j'ai montré mes premières photographies. Et c'est lui qui m'a proposé de faire ma première expo photo. Donc c'était la fameuse série avec les gouttes d'eau. Quand je lui arrivais j'avais eu 6 ou 8 photos que je lui ai montrées. Il m'a dit mais il y a un truc, c'est super bien réalisé. Et il m'a dit écoute, il y a une expo que je souhaite organiser dans un mois, mais par contre il faut couvrir toute une pièce. Donc, c'est dans un château, donc les pièces sont grandes. Et il m'a dit si tu arrives à me sortir 40 photos de cette série-là, comme ça me permet d'en choisir environ 30 et je t'expose. Donc j'ai eu le challenge en un mois de réaliser. Un mois. Ouais, c'est ça. Ça met pas du tout la pression. Mais j'aime bien travailler un peu comme ça, mais je crois que c'est un peu la déformation professionnelle aussi. Travailler un peu sous pression, ça permet d'ouvrir les chakras. J'ai aussi vu sur ton compte Instagram que tu es membre du projet The 1212 Project, The 1212 Project peut-être en anglais. Tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Pour la deuxième année. Alors ce projet, c'est... En fait, j'ai été sélectionnée sur un des concours, puisque le groupe... donc c'est un groupe qui est composé de 24 membres internationaux qui proposent un thème par mois. Et en 2019, j'ai participé à un des thèmes avec un Polaroid, donc c'est que du Polaroid. Et j'étais parmi les finalistes de ce concours. Et ça m'a permis de rentrer en contact avec Penny, qui était la créatrice de ce groupe, qui nous a malheureusement quittés en juin l'année dernière. Et c'est elle qui m'a proposé de faire partie du groupe, du staff en 2021. Et donc là, le groupe continue. Il va y avoir une exposition en hommage à Penny, organisée par les organisateurs de ce groupe. Donc ça sera sûrement à San José en Californie. Donc pour l'instant, j'ai pas plus d'informations, mais j'aurai peut-être un pola exposé là-bas. Ok, top. On va parler un petit peu de ta série Apparition, enfin un petit peu, c'est le sujet principal du podcast, oui. Enfin de l'épisode, on va parler de ta série Apparition. Donc j'avais un peu regardé ce que tu faisais avant de t'interviewer, bien évidemment, et puis là ce matin j'ai pu prendre ton livre en main. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette série et de pourquoi on retrouve autant de photos différentes des unes des autres? Comme je l'ai dit dans la présentation la semaine dernière, cette série, il y a des images qui sont plutôt dans l'imaginaire, dans le réel, de l'abstrait, du bien concret. Il y a un beau mélange qui fonctionne très bien. Mais pourquoi ce mélange? Pourquoi ce mélange? Alors la série, elle a démarré... les prémices de l'éditing de la série a démarré en 2019. Je me suis inscrite à la formation Milk Photographie Masterclass avec Ljubisha Danilovic et Sabrina Biancusi. Et le parrain cette année-là était Julien Magre. Et pendant un an, à raison d'un rendez-vous
tous les 2 mois, si je me rappelle bien, on travaillait sur l'editing. Donc, par exemple, le premier rendez-vous, on apportait tous les tirages de toutes ces photos. Donc moi, c'était depuis 2012. Et tout ce qui était... en fait, toutes les photos qui appartenaient déjà à une série terminée ont été écartées parce que c'était pas l'idée. Il fallait... en fait, mes séries, au début, mes séries étaient portées sur... Enfin, voilà, les gouttes d'eau, c'était une technique en particulier. Après, j'ai sorti une série qui s'appelait Archireflet, qui était... ma vision de la défense avec des reflets dans des flaques d'eau. Donc c'était assez axé sur une technique, une façon de prendre les images. Or là, ce que j'avais envie d'apprendre, c'était à raconter une histoire avec une série d'auteurs. Et ça, j'avais pas encore appris ça. Et c'est ce que m'a apporté cette formation. Et ce que m'ont apporté Sabrina, Lubisha et Julien, c'est de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'une photo était identifiée comme une photo de Marjolaine et non pas une photo d'un autre photographe. C'est-à-dire des photos qui sont pas du déjà vu quelque part. Et ça m'a fait beaucoup prendre conscience de ma façon de photographier que je peux avoir naturellement, de ce que je vais rechercher. J'aime bien me laisser porter par des points de lumière, par des choses qui vont être mis en relief par la lumière. Et du coup, j'ai compris beaucoup de choses sur ma façon de photographier comme ça. Et donc voilà, l'editing a démarré ainsi avec une sélection de photographies. Donc d'abord, c'était des photos en couleur. Donc ça, c'était sur 2019, toute l'année 2019. En 2020, on a eu le premier confinement. Et sorti de ce premier confinement, on avait un énorme besoin de se retrouver entre photographes. Donc Julien Magre nous a proposé de faire un petit workshop et de se retrouver chez une des personnes qui avait fait le masterclass avec nous à Mâcon. Et j'avais ramené, forcément, il nous avait demandé de ramener notre série qui était en cours pour voir si on avait avancé. Donc moi, forcément, pendant le confinement, j'étais partie sur autre chose. J'avais fait des polas et j'avais participé à beaucoup de photographies sur la quarantaine, le confinement. Mais j'avais vraiment pas avancé sur ce projet-là. Et par contre, j'avais ramené une boîte avec les négatifs des Polaroid parce que je tenais à lui montrer, parce que c'est quelque chose que je travaillais aussi à chaque fois que je faisais un transfert d'émulsion de Polaroid, je conservais le négatif. J'avais fait toute une série, ma Dream City, c'était une série qui était essentiellement basée sur le travail du négatif du Polaroid. Et quand on a refait un editing, donc en mettant à plat les images en couleur, et puis il a commencé à sortir les négatifs de ma petite boîte, il a commencé à faire des associations comme ça sur la table. Il m'a dit, regarde, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui se passe entre les images là. Et ça, du coup, voilà, il m'a donné 2-3 pistes. Et en rentrant chez moi, après, j'ai terminé les associations qui avaient un sens pour moi, pour raconter l'histoire que je voulais raconter. Donc l'histoire que raconte Apparition, c'est un rêve, c'est une femme qui rêve de l'amour idéal. Donc on plonge dans le rêve, on plonge dans la sensualité, dans le désir, dans la solitude, dans la tristesse, dans la fragilité aussi. Et on termine par la dernière image qui est le réveil, qui est le soleil du matin qui sort du rêve. Ok. Il y a une image qui me plaît dans le livre, enfin tu l'as vu tout à l'heure, mais je t'avais demandé de préparer des numéros de pages, mais tu fais partie des auteurs qui ne numérotent pas le livre, donc ça va être plus compliqué. Est-ce que tu as des photos comme ça en tête dont tu peux nous parler celle sur laquelle tu t'es arrêtée. Donc pour la décrire, c'est une photo, un fond noir avec une fumée, mais ça épouse un peu les courbes du corps d'une femme, on dirait. C'est ça. Alors ça, c'est la photo la plus ancienne de la série. Ouais, donc je l'ai réalisée en 2012. À l'époque, je vivais encore sur une péniche. Et cette photo-là,
pour la petite anecdote, je me suis mise dans ce qu'on appelle le pic à vent de la péniche. Donc c'est un tout petit espace, tu y pénètres par un sas qui est au toit, tu descends par une échelle à l'intérieur. Donc la seule entrée de lumière et la seule ouverture d'air, si je puis dire, c'était au plafond. Donc c'est ce qui a permis à la fumée de monter ainsi. Et donc c'est uniquement avec l'éclairage par au-dessus. Donc c'est une fumée de cigarette. Et donc c'était faisait partie de mes moments d'expérience. Tiens, je photographie une fumée. Et j'ai un peu mitraillé. Et parmi les photos que j'ai sorties, celle-ci m'a arrêtée parce que j'ai vraiment vu ce corps de femme. Et voilà, j'ai gardé que celle-ci de la série que j'ai faite sur cette séance de shooting. C'est pas voulu au départ, c'est vraiment... Pas du tout. Ok, c'est assez dingue. Pour ceux qui veulent voir l'image, je vous invite à acquérir le livre. Oui. Ça sert un peu à ça aussi, le podcast. C'est vendre les livres des auteurs. Non, c'est tu veux que dingue. Je reprenne les images depuis le début ? Ouais, je veux bien, ouais. On prend le livre, la première image représente un bras ouvert vers le paysage. Et c'est l'invitation à rentrer dans le rêve. S'il y a des photos sur lesquelles j'aimerais m'arrêter un peu plus pour peut-être pour les expliquer, parce que l'avantage d'exposer, je te le disais tout à l'heure, c'est de se confronter aux critiques des gens et aux réactions des gens. Quand j'ai fait l'exposition à Arles l'année dernière, au début j'expliquais aux gens le thème de l'exposition, et quand ils ressortaient de la salle d'expo, ils n'avaient pas forcément de choses à me dire, et j'étais un peu frustrée. Et du coup, je me suis dit, je vais les laisser regarder l'exposition sans rien leur dire. Et je les laisse après me poser des questions s'ils en ont. Et là, j'ai eu beaucoup plus de retours, parce que comme ils n'étaient pas guidés par mes propos, mais ils se posaient plein de questions sur qu'est-ce que je voulais raconter avec ces images, pourquoi ces associations, pourquoi un chien qui boit dans une piscine, ou voilà. Et c'était beaucoup plus enrichissant, en tout cas. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait le choix de mettre le texte après les images dans le livre. C'est justement pour ne pas guider les gens dans la lecture du livre. Il y a juste, en fait, le livre démarre juste par une citation de Romain Gary, La promesse de l'aube, qui est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, et qui dit « Je n'ai jamais imaginé qu'on pût être à ce point hanté par une voix, un cou, par des épaules, par des mains. » Et c'est juste la suggestion de ce qui va suivre en image après. Après, il y a le texte où je raconte des moments de mon enfance. Pourquoi est-ce que on peut dire pourquoi je suis toujours célibataire à 43 ans, pourquoi j'ai pas d'enfant, pourquoi je sais pas, mais voilà pourquoi j'ai peut-être jamais réussi à rencontrer la bonne personne, peut-être, et que je rêve toujours du prince charmant. Donc après cette première photo d'ouverture, on a une première association qui est un Polaroid où on voit un visage et une voiture. Et cette première association, pour moi, c'est vraiment l'entrée dans le rêve. Là, on voit la première illustration d'imaginaire. Et tu verras que dans les photographies en couleur, il y a 2 visages qui apparaissent. En fait, il y a très très peu de visages, parce que je peux pas mettre un visage sur ce qui n'existe pas, ou qui n'est qu'un rêve. Oui, puis souvent dans les rêves, on ne voit pas le visage des gens. Non. Ou on s'en souvient pas, je ne sais pas trop, je suis pas un expert, mais... Exactement. Et les seuls... en fait, là où il y a le plus de corps humains, c'est dans les négatifs de Polaroid, avec des visages qu'on ne voit pas, des têtes coupées, ou juste des morceaux de corps.
Et c'est, tu sais, quand tu rêves, tu peux avoir au réveil des images qui vont être un peu plus nettes. Et puis derrière, des choses un petit peu plus floues où tu te dis, il me semble d'avoir rêvé de ça, mais je m'en rappelle plus trop, ou c'est vague. Ben, voilà, les négatifs de Polaroid représentent un peu ces images fantômes. D'accord. Alors ça, c'est un des seuls visages que l'on voit. Donc c'est une amie qui a posé, on passait un après-midi ensemble, et elle a posé pour moi. Et alors c'est pas une apologie à l'alcool, hein. Rien à voir dans tout ça. Mais j'ai pris cette photo parce que son attitude, je me suis vue dans cette attitude. Je me suis vue moi avec mes moments de tristesse, mes moments de solitude. Et je me suis dit, voilà, j'aime pas forcément me prendre en photo, en tout cas au niveau de mon visage. Mais elle a parfaitement représenté ce que je ressentais dans certains moments de solitude. Je ne sais pas s'il y a d'autres photos qu'on pourrait... Alors, il y a dans la série de Polaroid, dans le livre en tout cas, il y a 17 Polaroid, dont 3 qui sont en couleur. Donc ce sont des FP100. Ok. Des FP100, j'ai toujours un petit stock, parce que maintenant ça devient précieux vu le prix de la pellicule. Un petit stock de FP100 que j'utilisais au départ, parce que j'ai eu la chance d'acquérir il y a quelques années un magnifique Mamiya RZ, et avec un Dopola. Et j'utilisais ces polas pour pouvoir faire mes réglages avant de shooter une pellicule. Et voilà, ça fait partie des phototests. C'est ce pourquoi ça avait été créé, je crois, à l'époque. C'est ça. Les photographes de mode mettaient un dos Polaroid sur leur appareil photo pour pouvoir voir Exactement. un peu l'écran. Oui, avant l'écran. c'est ça. Tu vois tout de suite si tes réglages sont bons. Sauf puis après, que il est jeté et toi tu les gardes et t'en fais des super trucs. Bah oui, parce que je crois que la pellicule maintenant est autour de 70 € pour 10 photos. Donc c'est encore même plus, puisque là c'est complètement arrêté depuis quelques années maintenant. Donc c'est compliqué d'en trouver. T'as déjà pensé à ce que, enfin là on sort du livre, t'as déjà pensé à ce que tu vas faire une fois que tu trouveras plus de matériel, enfin de pellicule et de... Oui. Okay. Bon, c'est bien. Oui, j'ai plein d'idées. Tu les donnes pas tout de suite. Non. C'est le oui sec. Je me suis dit, je vais pas te poser la question. Alors cette image-là, c'est un peu la photo phare du livre et de la série. Alors les photographies en couleur, je les limite à 7 exemplaires. Et celle-ci, elle a déjà été vendue 3 fois. Elle va être en très grand format au Festival de Vendôme. Et donc ça représente un rideau qui s'envole. Donc voilà, c'est toujours l'invitation à l'imaginaire, au rêve, et se laisser porter par ce qui se passe et ce qu'on ne maîtrise pas. Elle est associée à un autre négatif de Polaroid, où alors là c'est un autoportrait que j'ai réalisé avec mon SX70, qui me représente de dos avec les mains un peu ligotées par un voile. Donc cette photo, pour moi, elle représente la dépendance affective. C'est pas la femme soumise, machin. C'est vraiment la dépendance affective qui a fait que mes relations amoureuses ont été malheureuses, si je puis dire. Et c'est ce négatif-là qui a été sélectionné par Pierre Bessard pour être le tirage argentique qui accompagne le coffret. Ok. Je regarde s'il y a d'autres... Alors là, cette photo-là, c'est une photo qui représente une
une poire qui est sur le sol. C'est une photo que j'ai prise à Anvers il y a 2 ans. Et elle est accompagnée d'un Polaroid où on peut distinguer mon visage avec une main. Alors j'ai fait un peu... dans ma tête, ça m'a fait penser un peu à Blanche-Neige, avec la pomme. Et sauf que là, c'est une poire. Et ce qu'on peut voir, c'est que la poire, elle n'est pas en très bon état. Elle a du vécu. Elle a du vécu. En fait, après la photo, je l'ai retournée, elle était complètement bouffée côté terre. Mais d'apparence, là, elle a encore une apparence esthétique. Donc là, c'est le 3e Polaroid FP100. C'est juste la page suivante de la poire. C'est ça. Donc là, c'est un papillon qui est... on voit l'épingle qu'il traverse. Donc c'est un papillon de collection. J'ai une petite collection de papillons comme ça avec lesquels je m'amuse beaucoup à faire des photos. Ce papillon, pour moi, représente le côté éphémère, la fragilité. Et ce qui était intéressant, c'est juste derrière, on a une photo avec des mains qui tiennent une aiguille. On ne sait pas si elle va se piquer ou... On ne sait pas ce qui va se passer, mais on retrouve l'aiguille ici qui est figée dans l'action. On est pas mal dans les contes quand même, parce qu'entre la poire que tu as assimilée un peu à Blanche-Neige, là l'aiguille c'est quoi? C'est la Belle au bois dormant, je crois. Oui. Bon, en même temps, les contes, les rêves, c'est un peu... ça se mélange tout ça. Ça se mélange et puis je pense que c'est énormément fondé sur les références qu'on peut avoir même dans l'enfance. Donc moi j'ai envie de dire, je ne connais pas par cœur tous les Disney, mais j'ai énormément baigné. Donc il y a forcément des contes, des choses qui restent. Et puis j'avais aussi beaucoup de livres sur les contes, Tristan et Isolde, Hans et Gretel, tout ça. Donc c'est vrai que ça m'a énormément marqué. Et oui, il peut y avoir des références aussi là-dedans. Qui est ce beau labrador? Alors ça, c'est le chien d'une très bonne amie, chez qui je vais parfois passer quelques jours. Elle habite en Auvergne. Et l'attitude de ce chien, et je l'ai associé à un Polaroid où on voit une main. Pour moi, ça représente le manque d'affection. Le chien est en demande d'une marque de tendresse, une marque d'affection. Et quand on vit seul, c'est un peu ça qui manque. Ou quand on est en couple ou en relation avec quelqu'un qui ne donne pas autant d'affection qu'on aimerait, voilà, il y a ce manque. Après, on arrive avec il y a quelques photos qui ne sont pas forcément systématiquement associées à des Polaroids parce que pour moi, elles se suffisent à elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. On comprend la solitude, on comprend l'attente. Là, on revient sur la fumée dont on a parlé tout à l'heure. C'est dingue cette photo parce que on voit vraiment même le visage avec la tête un peu penchée en arrière. Enfin, moi, c'est ce que je vois en tout cas. Oui. Et à côté, un Polaroid sans tête. Juste le corps. Ouais. Enfin, le torse. Alors là, on est sur une image qui évoque le désir. Le désir, l'homme arrive à ce moment-là dans le livre.
On a passé la moitié déjà. Juste pour resituer les auditeurs dans le livre, donc là on est arrivé sur une page avec une image dans les tons bleus, donc avec une personne dans un lit. Donc voilà, c'est une première projection de l'amour idéal avec associé à un Polaroid avec un papillon qui, encore une fois, représente le côté éphémère et fragile du moment. Alors cette photo-là, juste après, montre une plante bien verte qui rampe sur un sol pauvre. Il n'y a que ce vert qui ressort. Et pour moi, ça représente la résilience. Ok. Là, on a un Polaroid qui montre juste des pieds. Donc une partie de corps. On peut s'imaginer ce qu'on ne voit pas. Moi, ce que j'aime aussi, c'est montrer certains détails et laisser place à l'imaginaire sur ce qu'on ne voit pas, le hors-champ. Alors, ce qui m'intrigue sur tes Polaroids, c'est de l'autoportrait. Là, en l'occurrence, c'est des pieds, mais c'est les tiens ou Non. Non. Et comment c'est difficile. Quelle est ton intention quand tu fais une photo? Parce que tu parlais avant du prix des péloches, à 7 € la photo, on réfléchit quand même bien avant à ce qu'on va en faire. En plus, au-delà du prix, on n'en trouve plus. Donc, alors si, les Polaroids, si, on en trouve. Ah oui, non, c'est les FP100 qu'on ne trouve plus, qui sont arrêtés. Mais non, les Polaroids, t'en trouves à entre 15 et 20 € la pellicule. Donc oui, il y en a 8. Donc effectivement, il faut bien réfléchir. Alors comment ça se passe? C'est une position de pied où tu vas dire tiens, bouge pas, attends, je cherche l'appareil photo ou... C'est ça. Bouge pas, surtout bouge pas. D'accord. Oui, parce que je vois la position qui me plaît et voilà. Donc il faut que la personne ne bouge plus. D'accord, et ça peut survenir à n'importe quel moment. Là, d'un instant à l'autre, tu peux me dire de ne pas bouger. Ça se peut. D'accord. Ça se peut. Là, on arrive donc il y a une photo avec ce fameux chien qui boit dans la piscine, j'en parlais tout à l'heure. Donc qui est encore le même labrador de ma copine. Et un pola avec un autoportrait. Donc c'est le reflet dans une glace. Il m'a donné du fil à retordre, ce pot-là, pour avoir la netteté dans le miroir. C'est marrant, c'est très onirique, parce que là, moi, je suis pas complètement en face du livre, oui. Mais la photo avec le chien qui boit, si tu me le dis pas, moi, là, de la position où je suis, je vois une espèce de bête avec une corne, un truc qui n'existe pas. Et puis la lumière qu'il y a sur le dessus du corps du chien est juste extraordinaire. C'est ça, il y a un rayon de lumière qui éclaire. Moi, de là où je suis, on dirait une corne. Je me suis demandé ce que c'était avant que tu dises que c'est le chien. Ouais. Non, on arrive vers la fin du livre. C'est ma fameuse amie qui habite en Auvergne qui est là, donc la propriétaire du chien. Qui a pas du tout posé. J'ai vu. En fait, elle était en train de préparer à manger et elle avait ses cheveux dans la lumière du soleil. Et là, j'ai même pas eu le temps de lui dire bouge pas. J'ai pris la photo. J'ai pris directement la photo que je voyais. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'encore une fois, on voit pas son visage, mais la lumière sur ses cheveux est juste extraordinaire, quoi. Et derrière, on a un pola qui est tout seul, avec un arbre. Encore pour moi, l'arbre qui représente la résilience, le pouvoir de la nature à se régénérer. Et la dernière image qui est la sortie du rêve avec ce rayon de soleil. Il y a des personnes qui, en voyant cette photo, me disaient qu'il y avait une référence aussi à la peinture du XVe siècle, avec des références religieuses, parce que on voit juste en dessous du soleil une éolienne qui pourrait presque avoir la position d'une croix. Et dans beaucoup de peintures
qui représentaient des scènes religieuses. Tu avais toujours le soleil qui était représenté au-dessus de la croix. Voilà, c'est très intéressant parce que au moment où je prends la photo, je ne pense pas du tout à ça. Mais je crois que c'est souvent le cas chez les photographes. Les gens voient beaucoup de choses dans les photos qui n'ont pas été intentionnelles au départ. Bon, c'est un super livre, hein, félicitations. Merci beaucoup. Je suis content parce qu'on en a peu des livres comme ça dans le podcast. Mais c'est intéressant, je pense que c'est intéressant le fait que tu viennes de la peinture et de la sculpture. Tu as une autre approche de la photo. Oui, c'est-à-dire que je vais peut-être avoir un cadrage au niveau de mes images différent, enfin une recherche esthétique différente. Voilà, j'ai fait le choix de commencer la photographie de manière un peu autodidacte, en me fiant simplement à mon instinct et en composant les images comme je composerais une toile en fait, avec la même façon de vouloir montrer quelque chose. Il faut savoir qu'en règle générale, je recadre pas mes images. La plupart des images de ce livre, elles sont telles quelles, brutes de capteur. Oui, tu mets même le cadre du Polaroid avec... Oui. Ça me fait penser à Éric Bouvet dont on parlait tout à l'heure. Alors je sais plus si c'est dans le podcast, je crois pas, je crois que c'était en off, mais il me disait qu'il y a une exposition, il avait exposé des Polaroids, il y avait des jeunes qui disaient c'est sympa mais pourquoi vous les avez mis dans ces caches blancs En fait ils connaissent pas du tout le Polaroid. Il me disait j'avais l'impression d'être encore plus vieux que je ne me le sentais. Alors toi tu es passé par un éditeur, donc les éditions Bessart. Oui. On va pas donner le nom du premier éditeur, tu me disais que ça avait été un peu compliqué, comme quoi il n'y a pas que l'auto-édition qui est compliquée. Tu nous parles un petit peu de ce processus pour l'édition de ton livre? Pour le processus, oui, j'étais en contact avec un premier éditeur. C'était pendant le confinement où j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir exposer. Et du coup, quand il m'a contactée pour pouvoir travailler sur une maquette de livre, pour moi, c'était la révélation en me disant je vais pouvoir montrer mon travail différemment. C'est lui qui te contacte alors? Oui, c'est lui qui m'a contactée. Mais j'avais déjà l'idée de faire un livre avec un éditeur, mais je pensais encore à un autre éditeur. Mais voilà, j'ai jamais pu le contacter ni lui présenter mon travail. Donc j'ai fait avec les opportunités qui se sont présentées. Donc on a travaillé pendant un très long moment, presque un an, sur cette maquette. Et après, il a eu des problèmes personnels qui ont fait qu'on n'a pas pu faire aboutir le projet. Mais pour moi, j'avais dans ma tête, j'étais décidée à faire ce livre. Pendant un an, quand tu travailles sur ce projet, tu te dis, faut que ça sorte au bout d'un moment. Parce que comme j'avais commencé à parler de ce projet de livre, à chaque fois que je voulais faire une exposition, on me disait, oui, mais on va attendre la sortie du livre. C'est bête de faire une exposition si vous n'avez pas le livre. Donc, du coup, comme j'avais commencé à en parler, le livre n'existant pas me bloquait pour des opportunités d'exposition. Donc je me suis dit, il faut qu'il sorte. Et puis moi, ça me permettra d'enfin tourner la page de cette série-là et pouvoir me libérer mentalement pour pouvoir passer à un autre projet. Donc j'ai été voir Pierre Bessart que j'avais rencontré à Arles l'année d'avant. Donc c'était on était, quand j'ai exposé, c'était en juillet 2021, quand j'ai exposé, il est venu voir mon exposition. Et donc en fait, le livre, tout s'est passé entre octobre et décembre, hein, où c'est en octobre que j'ai repris contact avec Pierre Bessart pour lui dire,
tu te rappelles de mon exposition à Arles, je veux faire un livre, voilà la maquette. Donc la maquette, je l'avais retravaillée, moi de mon côté, pour qu'elle ne ressemble plus au travail qui avait été fait avec le précédent éditeur, parce que je voulais respecter tout le travail qu'on avait fait déjà ensemble, et que voilà, pour moi, on avait travaillé sur une maquette qui était peut-être pas forcément très simple, donc avec des idées qu'on avait eues en commun. Donc j'ai voulu repartir sur quelque chose de plus neutre et peut-être de plus simple aussi. Et c'est ça que j'ai présenté à Pierre Bessard, qui m'a mis en relation avec son graphiste, avec lequel on a travaillé sur le projet de la couverture. Donc la couverture, on a le titre qui est imprimé sur le papier, enfin sur la couverture du livre. Le livre est relié à la japonaise, et on a une couverture en papier un peu transparent, qui est un papier Fedrigoni, papier italien, 110 grammes. Donc transparent parcheminé, un peu comme un papier calque, sur lequel on a la reproduction d'un des Polaroids. Et en fait, on voit par transparence le titre qui vient. Donc c'est une feuille sur le papier calque, et le titre va faire la prolongation de ce qui manque de la feuille ici. Donc c'était un très très belle expérience de travailler avec ce graphiste. Donc c'est Thibaut Geffroy. Et puis Pierre aussi, qui est très exigeant sur les ouvrages qu'il publie. Donc voilà, pour la petite histoire, comme je voulais avoir un livre qui sorte rapidement pour les expositions que je voulais faire sur cette année. Pierre n'avait pas forcément le budget pour m'aider dans ce projet-là. Voilà, il a sorti Max Pam, Bernard Plossu, Todido. Donc voilà, son budget 2022 était déjà booké pour les publications. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est que moi j'ai financé une partie, et le reste a été financé via un crowdfunding. Donc le crowdfunding a permis déjà de prévendre 80 livres, et voilà, une fois que le livre est sorti, on a d'autres qui ont été vendus. Aujourd'hui, il reste 120 exemplaires sur 300. Ah, c'est bien. Et du coup, tu passes par un éditeur, mais c'est presque de l'auto-édition aussi, en fait. C'est un peu un mélange des deux mondes, du coup. C'est un peu un mélange des deux mondes. C'était un peu un bouleversement pour Pierre Bessard, parce que c'était la première fois qu'il faisait ce genre de choses. Mais il m'a fait confiance, et d'ailleurs je le remercie énormément, parce que grâce à lui, ce livre existe. Sinon, il n'existerait pas. Il a sauvé ce projet. Et puis, ouais, il a apporté aussi son expertise, son conseil, et puis aussi le fait d'avoir de la visibilité et de la notoriété de cet éditeur. Donc pour moi, c'est une grande chance. Ouais. Et là, tu me disais qu'il restait 120 exemplaires, c'est ça ? Ouais, c'est bien, c'est bien. Il est sorti quand, le livre ? Il est sorti exactement en fin janvier. Ouais, c'est même plutôt pas mal du tout. Alors moi, je me fais tout le temps gronder par ma femme, parce que j'ai des cartons de livres partout chez moi, et je suis content de voir que je ne suis pas le seul. Tu vois ici. Donc là, on a des cartons et des couvertures, parce que tu me disais que tu faisais les couvertures toi-même. Oui. Parle-nous un petit peu de ce concept assez original. Alors, ça fait partie des gestions des aléas de ce projet. Donc, on a eu avec Pierre Bessard, on a eu un petit litige avec l'imprimeur qui connaissait pas le papier Fedrigoni, qui n'est pas un papier calque, mais qui est un papier qui est fait pour l'offset. Mais du coup, qui, ne le connaissant pas, a raisonné comme si c'était un papier calque, et s'est dit, mais un 110 grammes ne va jamais passer sur mes machines. Et il avait commandé à Fedrigoni Italie un papier avec un grammage plus important. Donc moi je dis ça va pas aller, parce que du coup je savais déjà qu'on perdrait la transparence, le jeu de transparence qu'on avait travaillé avec Thibaut Geffroy.
Et lui avait cette crainte que le papier ne passe pas sur ses machines. Et en plus, Fedrigoni Italie était en rupture de stock sur ce type de papier. Donc ça nous rajoutait un retard dans la livraison du livre d'1 mois et demi, 2 mois. Donc j'ai dû prendre une décision parce que tout retard, si tu veux, j'aurais pu attendre et me dire tant pis, je vais lui demander de commander le bon papier et attendre. Mais je savais que j'avais Expolaroid qui arrivait en avril. Parce que c'était déjà prévu l'année dernière et que avec le confinement, j'expose dans un lieu qui fait également restauration, donc ça n'a pas pu se passer l'année dernière, ça a été reporté cette année. Donc je savais tout ce qui allait arriver sur cette année. Donc j'avais besoin du livre, que le livre arrive quand même avant, pour pas que tout se bouscule après au niveau de mon planning, parce que je travaille dans la semaine, j'ai que mes week-ends pour pouvoir m'organiser, et si tout tombe en même temps, c'est un peu compliqué à gérer. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de demander à l'imprimeur de faire uniquement les livres et les coffrets, de pas travailler sur la couverture. Moi, on est à Vitry-sur-Seine, à Choisy-le-Roi, à 10 minutes d'ici, il y a Fedrigoni France, que j'ai contacté et qui m'ont donné le papier dont j'avais besoin en 24 heures. Et j'ai pas trouvé d'imprimerie qui puisse me faire rapidement les couvertures avec un tarif raisonnable. Donc, comme j'avais fait quelques tests avec une feuille, un papier témoin que m'avait donné Fedrigoni. J'ai vu que c'était possible que je puisse l'imprimer sur mon imprimante. J'ai vu que c'était possible que je puisse le plier manuellement sans besoin de faire des prépliures. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Ok. Tu prends combien de temps par livre pour la couverture ? À la couverture en elle-même, entre le moment où elle est imprimée, j'ai un temps de séchage, parce que c'est... je fais toujours attention pour faire les pliures que l'encre soit bien sèche, mais en gros, c'est 20 minutes pour une couverture. Ok. J'ai calculé que ça représentait 100 heures de travail. Pour tous les livres. Toutes les couvertures. Ouais, c'est sympa. Tes week-ends sont bien remplis. Ah, c'est full. J'ai pour pouvoir, en fait, dès que j'ai commencé les couvertures, en attendant que le livre arrive physiquement chez moi, donc je m'y suis mise dès début janvier, et quand le livre est arrivé, après j'avais plus que les pliures à faire, mais j'en faisais le soir en rentrant du boulot, de 21h à minuit. Voilà. Écoute, on arrive à un peu plus d'1 heure d'enregistrement. Est-ce que tu as un mot pour conclure cet épisode ? Oui, je vais déjà te remercier d'avoir pris contact avec moi, m'avoir proposé... C'est moi ou toi ? Je me rappelle plus. C'est toi. C'est moi. C'est okay. toi qui m'as fait coucou, est-ce qu'on peut parler de ton livre ? Et j'ai dit oui, avec plaisir. Donc merci. Merci infiniment de m'avoir proposé de faire ce podcast. C'est pour moi une grande première de faire un podcast. Donc, et puis merci de me permettre de parler de mon travail, d'expliquer aussi certaines choses, mon parcours, d'où je viens, pourquoi je fais ça, et pourquoi je ferai d'autres choses aussi. Donc oui, j'ai des projets futurs en cours. Ok, mais le podcast pour moi c'est pas grand chose en fait, parce que je me dis que de toute façon si on s'était rencontrés à une expo ou ailleurs, on aurait eu la même discussion pendant 1h30, sauf qu'on l'aurait pas enregistré. Donc le podcast en fait, moi à la base c'était juste autant enregistrer les échanges que j'ai avec les collègues et en faire profiter tout le monde. Mais non, mais ça fait plaisir de t'avoir dans le podcast. Comme je te disais tout à l'heure, on a des pratiques complètement opposées. Moi je suis curieux, donc ça m'intéresse toujours de voir d'autres façons de travailler. Là, l'épisode, je vais le diffuser le 18 avril. Alors, j'ai noté que tu avais ton exposition de Polaroid originaux de la série Apparition qui sera exposée à l'Aiguillage, rue des Frigos, avril. Ça sera quoi les dates exactes ? Alors, le vernissage, ça va commencer le 8 avril. Vernissage le soir même. Jusqu'au tout début mai, je crois que c'est le 10 ou 12 mai.
D'accord, bon bah nickel. Donc ceux qui écoutent l'épisode le 18 avril, vous avez raté le vernissage, mais vous avez encore le temps de voir C'est ça. l'exposition jusqu'à début mai. Tu as une autre exposition prévue en juillet et en août 2022 au festival Les Promenades Photographiques, où tu exposes également la série Apparition à Vendôme, c'est ça? C'est ça, donc là vous pourrez voir la série complète, quasiment toutes les images, donc les originaux, plus les photos couleurs, et le livre sera dans la bibliothèque, dans la librairie de Vendôme. Donc les gens pourront l'acheter directement et se le faire signer. Tout à fait. Nickel. Donc je rappelle, pour ceux qui n'auront pas la chance d'aller sur les expositions, que ton livre est disponible, donc cette fois je vais ne pas faire d'erreur, sur le site lachambreclaire.fr. Et tu me disais que normalement d'ici septembre il devrait être aussi, s'il est toujours disponible, en vente sur ton site personnel, mais je mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode, ainsi que ton compte Instagram, le compte du projet The 1212 Project. Et puis je crois qu'on est arrivé au bout là. Écoute, merci Marjolaine. Merci cool. Julien. Et pour les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine avec, là tout de suite j'ai un trou de mémoire, John Calapo c'est passé. Je crois que c'est avec Yannick Folly, photographe béninois que j'ai croisé au Togo. Voilà, au revoir tout le monde. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.